Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire ADEME dédié au concours d'innovation Innove. Donc, je suis Jérôme Billet, délégué général de France Innovation, et nous sommes ravis que vous soyez nombreux pour ce webinaire animé par Mathieu Brandibat et Clément Ackermann. Avant de leur laisser la parole, quelques éléments d'ordre technique. Par défaut, vos webcams sont coupés, vos micros également, puisque vous êtes très nombreux, donc sinon ça serait ingérable. Bien entendu, vous avez la possibilité de poser des questions. Ça se fera en deux temps. Il y a un temps de présentation, puis un temps de questions-réponses. Le module questions, ça apparaît sur le petit panneau de configuration auquel vous avez accès. N'hésitez pas à poser ces questions par écrit, donc on tâchera de répondre à l'intégralité des questions au cours de la session. Si jamais, par manque de temps, ce n'est pas possible, on tâchera de revenir vers vous dans un second temps. Sur des questions spécifiques, sur la thématique, etc. de votre projet, alors bien entendu, ces questions que vous pouvez poser, ce ne sera pas toujours évident d'y répondre directement au cours du webinaire, ça fera peut-être l'objet d'interactions ensuite avec l'ADEME. Merci à vous, bon webinaire, et merci à Mathieu et Clément pour l'animation du concours d'innovation et ce webinaire qui est dédié. C'est à vous. Bonjour à tous, Mathieu Brandibat. Je travaille donc dans l'équipe de la direction entreprise et transition industrielle à l'ADEME, une équipe en charge de traiter des sujets investissement d'avenir. On va vous faire une présentation qui vise entre 20 et 30 minutes, l'idée étant de laisser le plus de place possible aux questions. Et je passe la parole à Clément qui va commencer à se présenter et vous présenter les premiers éléments. Oui, bonjour à tous, donc Clément Ackermann, je suis chef de projet sur, pareil dans l'équipe de Mathieu, sur les thématiques énergie, industrie et transport. Donc du coup, j'ai commencé par vous présenter le programme des investissements d'avenir. Donc le programme des investissements d'avenir est un programme qui est piloté par le SGPI, secrétariat général pour l'investissement en association avec les différents ministères de tutelle concernés par les différentes thématiques opérées par l'ADEME, et qui a un programme qui a pour objectif de stimuler la croissance en France. Donc l'ADEME, on est un des opérateurs auprès d'autres opérateurs tels que Bpifrance pour les thématiques vraiment dédiées au transport, à l'énergie renouvelable, à l'économie circulaire et au bâtiment. Donc depuis 2010, l'ADEME a financé près de 745 projets, dont 322 portés par des petites et moyennes entreprises qui ont obtenu des prêts à hauteur de 2,5 milliards d'euros pour un budget global de 7,2 milliards d'euros de budget global. Donc une troisième phase, en 2007, une troisième phase a été ouverte, qui est le PPA3, qui a été lancé et qui représente aujourd'hui 1,1 milliard d'euros, dont 600 millions d'aides d'État. Les interventions de l'ADEME se situent plutôt en aval de la phase R&D, en soutien à l'innovation portée par des entreprises dans le secteur. Donc, comme je disais, du transport, des énergies renouvelables, du stockage, des réseaux intelligents, de l'économie circulaire, des bâtiments, de l'agriculture et de l'industrie. Alors, ces interventions se font principalement en avance remboursable et en subvention, et sont à destination d'entreprises, que ce soit des grandes entreprises, des ETI, des TPE ou des PME. Donc, les objectifs du PIA3 sont 3 ordres. En gros, c'est de faire de la France un pays leader en matière de création et de développement d'entreprises innovantes grâce à sa recherche de pointe, de générer de la croissance pour l'économie française et d'assurer de la création de valeur sur le territoire, et accompagner justement la création sur le territoire français dans le domaine de la transition écologique et environnementale, de développer un mix carboné et compétitif, ainsi que de changer les manières de produire et les pratiques de consommation. Donc pour ce faire, trois outils existent aujourd'hui dans le PIA3. Donc l'outil pour innovation qui va être présenté plus spécifiquement. Excusez-moi Clément, je vous coupe. Est-ce que c'est possible peut-être de se mettre plus en face du micro parce que le son est un petit peu haché? Je suis complètement en face du micro, mais je vais essayer de faire un peu plus fort du coup. Merci. Donc comme je disais, le premier outil qui est l'outil concours innovation qui va être présenté un peu plus par la suite. Donc un outil appel à projet classique, démonstrateur de territoire d'innovation et de grande ambition, qui est l'outil en fait pour les projets multipartenaires sur les thématiques système énergétique, ville et territoire durable, bioéconomie et protection de l'environnement, et économie circulaire et industrie, et un outil qui est destiné aux projets de type transport, qui vise à accélérer le développement des écosystèmes innovants et performants dans le secteur du transport et de la mobilité. Donc pareil, c'est des projets multipartenaires, mais pour le coup avec exclusivement dédiés à la mobilité et au transport.
l'appel à projet est d'ailleurs en cours de réouverture et sa réouverture devrait être annoncée dans les prochaines semaines. Donc, ci-dessous, on vous a laissé le calendrier des AP qui sont actuellement en cours qui sont actuellement ouverts et sur lesquels il est possible de déposer des projets. Donc, vous voyez, les 3 premiers AP sont les AP dits démonstrateurs. Vous pouvez déposer des projets au fil de l'eau jusqu'en janvier 2021. Et dispositifs AP qui sont les AP Flash, ADEIP, et donc les vagues des concours d'innovation, donc la vague 5 qui s'est clôturée donc en mai dernier, et la vague 6 dont nous allons vous parler sur ce webinaire, qui va être ouverte prochainement et qui va se clôturer en octobre 2020. Donc, sur cette slide, on vous a présenté également les différentes actions en fonction du caractère collaboratif et monopartenaire des projets et en fonction des différents montants qui peuvent être assumés par ces différents outils. Donc, vous pouvez retrouver également en bas à droite, en bas à gauche, le concours innovation, les différents types d'AP, ADEIP démonstrateurs et transport et mobilité qui sont un peu plus au milieu. Les projets hors PIA qui sont les projets de R&D qui sont opérés par l'ADEME, qui sont tous des TRL plutôt en dessous de 5, en dessous de 4-5, et éventuellement l'outil ADEME Investissement qui, lui, a vraiment pour objectif d'aider des premières commerciales qui interviennent directement après les projets qui sont déposés à l'AP, aux différents AP du programme d'investissement d'avenir. Donc, pour la suite, je vais laisser la place à Mathieu Brandibac qui va vous expliquer un peu plus comment fonctionne le concours innovation. Le concours innovation fonctionne essentiellement par vague. On arrive aujourd'hui à la 6e vague, qui fait écho à la 4e qui s'est tenue l'année dernière. On vous a rappelé que les différents nombres de projets déposés et le nombre de lauréats pour vous donner des indications. Cette vague 6 va être articulée autour de 4 thématiques qu'on vous a listées, des sujets autour de l'hydrogène, autour de l'adaptation des territoires au changement climatique et métrologie des expositions environnementales, c'est le nom qui a été conservé, des sujets autour de l'économie circulaire et enfin sur la performance environnementale des bâtiments. Ce sont bien les thématiques du concours innovation opérées par l'ADEME, comme Clément l'avait rappelé. Il y a d'autres opérateurs, en l'occurrence BPI France, qui opère les thématiques numériques, deep tech, réduction de l'empreinte écologique du numérique, espace, santé, et également santé mentale et diagnostic santé rapide et nomade. Quels sont les projets attendus de concours innovation? Il y a un certain nombre de contraintes au niveau du cahier des charges. Ça doit être des projets monopartenaires strictement et portés par des PME. Alors PME, on rappelle au sens communautaire, on vous a mis le lien, vous aurez dans la présentation, qui vous envoie sur la définition européenne qui est donnée. Juste un petit point de rappel, une PME, c'est défini par la taille, le nombre de salariés, par la taille du bilan et le chiffre d'affaires. Il se trouve qu'aujourd'hui, la définition européenne dit que ça soit moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires annuel net de moins de 50 millions d'euros et aussi un total du bilan annuel inférieur à 43 millions d'euros. Dès lors que la capitalisation de cette PME dès que cette PME a une capitalisation détenue par des grands groupes ou des sociétés plus importantes, quand on dit ETI, ça soit ETI ou grand groupe, au-delà de 25%, on a des règles de calcul, on va faire un prorata en fait des bilans, ce qui fait qu'une société, même qui ne remplit pas les critères de PME par ces chiffres-là, si elle est détenue par une grande structure, elle deviendra une grande entreprise également. Et donc, ça peut être un point bloquant pour une PME qui souhaiterait déposer un projet. Le budget minimum attendu des projets est de 600 000 euros et la limite haute est à 5 millions d'euros. On a une différenciation ensuite selon les projets. Pour les projets jusqu'à 999 000 euros, ils sont considérés petits projets et projets importants au-delà, entre 1 million et 5 millions d'euros. Et je vous préciserai après les différentes modalités d'instruction et de délai. Au niveau des dépenses, on peut aider les salaires de personnes internes. On peut aider également la sous-traitance dans une limite de 30%. Il peut y avoir des dérogations, mais il faut qu'elles soient vraiment bien étayées. On peut aider une partie de la contribution aux amortissements. Elle se calcule en prorata du montant amorti sur la durée du projet. Un bâtiment que vous achetez ou que vous amortissez sur 20 ans, si vous l'utilisez pour 2 ans du projet, on prendra 2/20.
donc 1/10 sur lequel on appliquera le taux d'aide. Vous voyez que les contributions d'amortissement sont finalement assez peu aidées dans le régime d'aide qu'on peut appliquer. Les frais de mission, c'est-à-dire des frais de déplacement, et tout ce qui est autres coûts, achats, consommables nécessaires à la tenue du projet. Les frais connexes forfaitaires, eux, sont calculés automatiquement. C'est 20% des salaires de personnes internes non environnées. Et donc, c'est pour ajouter justement cette notion d'environnement. Les taux d'aide sont calculés selon la taille de l'entreprise, que ce soit une petite entreprise ou une moyenne entreprise. Pour les petites entreprises, le taux est plus intéressant à 45%. Et donc, vous avez ensuite 2/3 de subventions et 1/3 d'avance remboursable. Le versement des aides, lui, se fait alors en 2 temps. Généralement, pour tous les projets, il y a une première tranche de 70% du montant de l'aide, mais qui est limitée à 200 000 €. Alors, un point de précision, pour toucher 1 € d'aide, il faut que vous ayez en face 1 € de capitaux propres. Les capitaux propres, la définition qui est retenue dans le concours innovation, c'est la ligne DL de votre liasse. Plus exactement, c'est le total de vos capitaux propres. On peut y inclure également les comptes courants d'associés bloqués pendant la durée du projet. Les versements des aides pour les petits projets sera en 2 temps. Il y aura les 70% au début et on réserve 20% minimum ou 30% quand on a été limité à 70% à la fin du projet. Pour les projets à plus d'1 million d'euros, généralement, ils sont un peu plus complexes, un peu plus lourds. Et comme ils durent un peu plus longtemps, on a des versements, un versement intermédiaire, 1 ou 2 versements. Et ça, c'est ajusté au moment de la contractualisation avec les porteurs. Pour tous les projets, les avances remboursables peuvent être et doivent être rendues sous certaines conditions. Pour les petits projets, c'est 100% du montant des avances remboursables qui doit être restitué au premier euro de chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas dans la minute de la restitution, c'est dès lors que le projet est terminé, dès lors qu'un premier euro de chiffre d'affaires sur les unités d'œuvre que le projet a développées a été constaté, alors une partie de cette aide doit être remboursée. Généralement, ça se fait sous 4 annuités. Pour les gros projets, il y a un intéressement supplémentaire de 50% du montant des avances remboursables qui est à rembourser dès lors qu'un succès commercial est constaté. Par succès commercial, on entend une vente de plusieurs unités d'œuvre, une vente qui permet d'atteindre un chiffre d'affaires cumulé qui aura été calculé au préalable. Là encore, ce remboursement supplémentaire peut se faire en 4 annuités et ne pourra pas débuter tant que le premier remboursement n'aura pas été terminé, ce qui permet de lisser ces remboursements et de ne pas non plus pénaliser les entreprises. Le but étant de les aider au préalable, ce n'était pas non plus de les pénaliser au moment du remboursement. Quels sont les critères des projets qui sont attendus? On a essayé de vous lister les principaux. Le premier critère, c'est le caractère innovant. Par innovation, on entend une notion de verrou. C'est la manière pour nous la plus facile de définir ce qu'est une innovation. Vous rencontrez une situation que vous êtes capable de définir avec un état de l'art au niveau européen, votre concurrence, d'autres sociétés analogues, aujourd'hui constatent des difficultés à répondre à certaines problématiques. Quand vous êtes capable de bien définir ces problématiques, qui peuvent être techniques, qui peuvent être organisationnelles, qui peuvent être systémiques, des questions de filière, il peut y avoir un nombre de verrous, la typologie du verrou n'est pas délimitée. Elle est très ouverte. Quand vous avez un niveau également d'innovation, c'est que le but de ce projet lève ces verrous et mette en œuvre un certain nombre d'actions dans le cadre d'un projet pour arriver à un niveau de maturité qui soit le plus élevé possible. L'objectif étant d'avoir une commercialisation, c'est-à-dire des TRL qui atteignent 9. Pour mettre en œuvre ces innovations, on ira également regarder les justifications que vous donnez en termes de capacité financière et opérationnelle. C'est le deuxième critère important. Le point clé parmi ça, c'est regarder au niveau de la capacité financière, est-ce que vous disposez d'assez de ressources pour mener à bien le projet et quelles sont les garanties ou les perspectives que vous pouvez donner pour l'après-projet. Par exemple, pour des projets d'économie circulaire, il peut arriver qu'il y ait des mises en place de certain nombre d'outils industriels. Le projet va viser à financer la mise en place de cette première unité industrielle, mais assez rapidement, il peut s'avérer qu'il y en aura de plusieurs qui vont être financés hors projet. Ça peut passer par des levées de fonds ou d'autres opérations. Ce qu'on demande, c'est qu'au minima, pendant la durée du projet, vous puissiez justifier de votre disponibilité financière et que vous donniez des perspectives, que ce soit des lettres d'intention, un certain nombre d'éléments qui permettent d'étayer un peu les évolutions financières que vous attendez pour financer votre projet. On souhaite également avoir une visibilité sur les impacts de votre projet.
impact social, impact filière, combien d'emplois pourraient être créés et maintenus, et bien justifier la territorialité des travaux, c'est-à-dire que les retombées économiques et financières des travaux se passent bien en France. On ne peut pas, avec notre régime d'aide, financer des travaux, en tout cas de la sous-traitance, qui serait faite à l'étranger. Pour autant, les travaux peuvent permettre de déployer des démonstrateurs ou des unités à l'étranger. Mais par contre, l'ingénierie, la maintenance, la conception devront être localisées sur le territoire français. Il peut y avoir marginalement de la sous-traitance, on n'interdit pas, mais c'est juste que l'on ne pourra pas apporter d'aide sur ces dépenses-là. Au niveau de l'impact environnemental, on doit également regarder un certain nombre de critères que vous pouvez justifier. Alors, des analyses ex ante pour essayer de regarder des allégations que vous pourriez avoir sur vos projets et prévoir au cours des projets de mener des analyses de cycle de vie quand c'est pertinent, des analyses de process, tous les éléments qui vont vous permettre d'étayer justement et de mesurer, de piloter d'un point de vue environnemental votre projet. Enfin, étant donné qu'il y a des avances remboursables en jeu, c'est-à-dire qu'on va vous demander de pouvoir justifier un chiffre d'affaires à l'issue du projet ou un chiffre d'affaires cumulé, il faut que vous puissiez justifier votre business plan, votre modèle d'affaires. On vous demande d'avoir une visibilité à 5 ans. On est d'accord que c'est l'exercice qui importe plus que les chiffres, mais tout de même, toutes les hypothèses que vous pouvez justifier, c'est bien là qu'est l'intérêt de l'exercice, de comprendre comment vous positionnez, quels sont vos distributeurs, votre concurrence, quel est les segments que vous visez, comment vous positionnez en termes de marge, en termes de prix, comment vous justifiez vos coûts de revient. Toutes ces hypothèses-là nous permettent un peu de construire et d'étayer la robustesse de votre modèle d'affaires. Un point important, c'est la notion de réplicabilité. Précisez autant que possible dans quelle mesure vous serez capable de multiplier finalement le projet que vous avez réussi, que ce soit par des localisations dans d'autres régions, dans d'autres types de clients ou d'autres types de réplications. Comment se déroule le concours innovation? Il y a pour vous 2 moments clés. Le premier, bien sûr, c'est le dépôt, au niveau au moment de la clôture du concours. Vous avez les liens qui vous seront transmis quand tout sera réouvert, les annonces sont imminentes. Vous avez un lien qui vous permet de télécharger l'ensemble des documents et ensuite de déposer sur la même page les pièces qui sont demandées pour le concours. Faites-le, je dirais, 24 heures avant la clôture. Il arrive qu'il y ait un peu d'engorgement sur la plateforme. Ensuite, il y a une première étape qui est dite de présélection. Les projets sont reçus, on vérifie la complétude des pièces, on vérifie que tous les critères sont ouverts. Et il y a une première sélection de projets qui est faite par le jury du concours. Qui compose le jury? Ce sont les ministères en charge du programme investissement d'avenir. Il y a donc le ministère de la transition écologique, le ministère de la recherche, le ministère de l'économie et des finances. Vous avez également le secrétaire général pour l'investissement et des personnalités qualifiées qui sont choisies en fonction, je dirais, de leur connaissance des différentes thématiques et également pour qu'on s'assure, je précise, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts avec ces personnes et les potentiels porteurs des sujets. À l'issue de cette première présélection, on retient des projets qui seront pour audition, présentés pour audition. Et là, c'est une semaine qui est banalisée. Vous recevez une convocation quand vous êtes retenu pour l'audition. L'objectif étant de présenter votre projet en 20 minutes et ensuite 20 minutes de questions-réponses. À l'issue de ces phases d'audition, les projets qui étaient à moins d'1 million d'euros vont être validés en comité final. La décision finale sera retenue quelques jours, quelques semaines après. Et on pourra rentrer en contractualisation avec vous si votre projet est retenu. Pour les projets qui sont plus importants, il y a encore une dernière étape qui est la réunion d'expertise, une réunion qui nécessite d'approfondir un peu plus un certain nombre de questions. Et à l'issue de cette réunion, si la décision du comité de jury est favorable, alors le projet également est financé et on rentre dans la phase de conventionnement. Aujourd'hui, on anticipe en termes de délai que le concours pourrait être annoncé courant juillet. La date de clôture du concours serait aux alentours d'octobre, alors vraisemblablement plutôt aux alentours du 6 octobre. Les jurys d'audition pourraient se tenir courant novembre, et ce qui permettrait d'avoir une annonce des projets lauréats aux alentours de décembre pour les projets à moins d'1 million d'euros et pour les projets de plus d'1 million d'euros aux alentours de février, mi-février 2021. Nous en avons fini pour, les informations clés. On a essayé d'être le plus synthétique possible sur les points. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, nous allons y venir. Pour vous donner d'autres liens, un peu d'autres informations que vous aurez dans la présentation.
Vous avez le lien vers les appels à projets génériques qu'a évoqué Clément. Vous avez également une présentation très succincte d'ADEME Investissement, qui est un véhicule, alors comme son nom ne l'indique pas, mais qui est indépendant de l'ADEME, qui permet de financer en fonds propres des premières structures, des premières commerciales, plutôt dans le domaine des infrastructures, que ce soit des infrastructures énergétiques, des infrastructures qui peuvent être industrielles dans d'autres domaines. Les tickets minimums sont généralement de 3 à 5 millions d'euros, étant donné que eux souhaitent travailler sur des sujets qui ont été déjà dérisqués d'un point de vue technologique, le risque étant surtout un risque de marché finalement. C'est souvent des projets PIA ou des projets, que ce soit des appels à projets génériques ou les concours innovation, qui, une fois qu'ils ont été un succès, peuvent aller voir un investissement. Il n'y a pas de concomitance entre ces types de financement. Vous avez aussi également sur le site de l'ADEME un nombre important d'informations. Vous pouvez trouver un certain nombre de renseignements, que ce soit sur des thématiques, sur des chiffres clés, sur des dispositifs. On vous a évoqué les dispositifs de financement du PIA, mais l'ADEME également est capable d'accompagner, que ce soit au travers du fonds chaleur, au travers du fonds déchets, au travers des initiatives TPME, PME, TPAE gagnantes à tous les coups. Vous avez également une médiathèque qui comporte un certain nombre d'informations et de bilans thématiques sur un certain nombre de secteurs. Merci à tous. Si vous avez des questions, Jérôme, nous sommes à votre disposition. Mathieu, Clément, merci beaucoup. Alors, les petits problèmes de son qu'on a rencontrés au tout début, alors quand Mathieu a pris la parole, le problème a été résolu. Alors, c'est peut-être un problème de masque. Pour info, je crois que vous portez des masques donc c'est peut-être pas évident et ça peut masquer de fait la parole. Alors oui, bien entendu, il y a des questions. Alors on va essayer de les regrouper. Alors, il y a une question qui revient de façon assez récurrente. C'est sur la ventilation 2 tiers, 1 tiers. Ça, c'est quelque chose qui est en subvention, avance remboursable, pardon. C'est quelque chose qui est immuable ou qui peut varier d'un projet à un autre? Et ça, c'est quelque chose qui est défini dès le début. C'est-à-dire qu'en gros, vous recevez une aide qui est de 100, et dans ces 100, il y a 1 tiers d'avance remboursable et 2 tiers de subvention. Et c'est comme ça pour tous les projets. Et c'est une aide qui va également être versée avec à chaque fois la même quotité des deux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander d'avoir que la subvention au début de projet et les avances remboursables en fin de projet. Chaque versement d'aide, quand on parle de l'aide en global, elle a toujours 1 tiers d'avance remboursable et 2 tiers de subvention. Il évoquait une question sur l'avance remboursable. Est-ce qu'il y a une question de taux d'intérêt par rapport à une avance remboursable? Alors, il y a effectivement un taux d'actualisation qui est défini comme étant le taux actuel de la Commission européenne sur les aides d'État plus 100 points de base. Et ça donne quel taux pour avoir un ordre d'idée? Alors, aujourd'hui, on est à peu près à 0,70 mémoire. En fait, le taux, il est à peu près moins 0,3 points de base, et on rajoute 100 points de base là-dessus. Donc ça fait, on est à 70, on est à 0,1% en gros, 0,7%, pardon. Très bien. Sur les thématiques qui sont couvertes notamment par BPI France en tant qu'aussi opérateur du concours, est-ce qu'elles sont connues ou est-ce qu'elles sont proches de ce qu'on a connu côté VAC 5? Alors, je vous les remets à l'écran. Les thématiques de BPI France sont en bas à gauche de l'écran: numérique, deep tech, réduction de l'empreinte écologique, du numérique, espace santé. C'est peu ou prou les mêmes. Il y a quelques petits ajustements, je dirais, mais néanmoins, ça reste assez similaire à ce qui avait été fait sur la VAC 4. Merci. Est-ce qu'il y a une distinction qui est faite entre petite entreprise et moyenne entreprise? Oui, la distinction est faite au niveau des taux d'aide. Pour les petites entreprises, le taux d'aide est de 45%. Pour les moyennes entreprises, le taux d'aide est de 35%. Alors, par petite entreprise, on dit que c'est moins de 10 unités de travail, moins de 10 ETP, un chiffre d'affaires annuel net de moins de 2 millions d'euros et ou un total du bilan annuel de moins de 2 millions d'euros. Excusez-moi, là, je vous ai dit pour les micro-entreprises. Pour les petites entreprises, c'est moins de 50 unités, de moins de 50 ETP, un chiffre d'affaires de moins de 10 millions d'euros et un bilan annuel de moins de 10 millions d'euros. Au-delà de 50 à 250 ETP, jusqu'à 50 millions d'euros, jusqu'à 43 millions d'euros, c'est considéré comme moyenne entreprise. Très bien. Quel TRL minimum doit avoir le projet à son démarrage?
Alors, il y a, enfin, dire, on est assez flexible sur le TRL d'entrée des projets, mais c'est vrai qu'on n'ira pas en dessous ou très rarement en dessous des TRL d'entrée de 4 en fait. En gros, il faut quand même que vous soyez sorti du labo et que le projet soit lancé dans une démonstration qui soit dans un environnement, enfin, qui se fasse dans un environnement représentatif. Donc, on n'ira pas en dessous du TRL, rarement en dessous du TRL 4. Très bien. Pour Alors, une petite compléter, ce qui précision. vous intéresse, pardon Vas-y, Mathieu. Jérôme, Je vous en prie, Mathieu. aujourd'hui, l'intérêt du TRL, c'est surtout de justifier que vous avez déjà dérisqué la faisabilité en fait, technique des projets que vous visez. Ce qui compte surtout, c'est le TRL de fin en fait. Un TRL qui serait trop bas conduit souvent à des projets qui vont dépasser les 36 mois attendus. Effectivement, je l'ai dit, le projet ne doit pas dépasser 36 mois. Et ça risque de faire également potentiellement dépasser les assiettes de 5 millions d'euros. Donc, l'important, c'est le TRL de fin. On est relativement souple, mais dès lors que vous pouvez justifier une faisabilité ou un certain nombre de succès techniques en laboratoire. Très bien. Alors, il y avait des questions qui arrivaient. Qu'est-ce que TRL? Alors, TRL, c'est l'échelle de maturité de la technologie. C'est Technology Readiness Level. Vous avez des référentiels qui existent assez facilement, qu'on trouve sur Internet, qui permettent de mesurer finalement le degré de maturité de la technologie que vous portez. Concernant l'impact économique, y a-t-il un chiffre d'affaires seuil retenu pour l'instruction? Le chiffre d'affaires retenu seuil, c'est la viabilité de l'entreprise, de son projet, et arriver à rembourser à minima les avances remboursables. Aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est relatif, c'est pas un niveau absolu. Il faut que l'entreprise arrive à être viable sans les aides. Les aides sont là pour amorcer finalement le projet, permettre à l'entreprise d'aller un peu plus vite, d'avoir peut-être un peu plus d'ambition. C'est le caractère incitatif des aides. Mais le niveau de seuil économique qui est attendu, lui, par contre, n'est pas défini de manière absolue. En fait, peut-être en complément, c'est pas tant le chiffre d'affaires qu'on va regarder, mais c'est aussi plutôt les hypothèses sur lesquelles ce chiffre d'affaires est basé. C'est-à-dire que, enfin, on va dire, nous mettez pas dans les annexes et ne nous présentez pas des choses qui sont trop optimistes, mais enfin, on attend plus d'avoir vraiment le marché sur lequel vous basez. Est-ce que ce chiffre d'affaires peut être réaliste ou pas au vu de certaines hypothèses et quelles sont les hypothèses sur lesquelles vous basez? On ne s'attend pas à avoir des chiffres d'affaires qui soient mirobolants non plus parce qu'on sait très bien que l'incertitude fait que la plupart des prévisions sont fausses à partir du moment où on les fait, où elles sont faites. Merci. Alors, il y a une question qui n'est pas sur la vague 6, mais qui est plutôt sur la vague 5. Savoir quand est-ce que les résultats de la vague 5 sont attendus. On a un comité de pilotage qui a lieu cette semaine, donc les résultats devraient être connus en début de semaine prochaine. D'accord. Autre question, est-ce qu'il y a des critères d'évaluation spécifiques par thématique? Non, c'est juste la pertinence par rapport à la thématique, mais pour le coup, on vous renverra au texte de l'AP, enfin du concours innovation, dans lequel toutes les thématiques sont décrites assez finement et vous pourrez vous référer à ce texte-là pour voir si vous êtes éligible. Et en cas de question, n'hésitez vraiment pas à nous déposer, à nous envoyer un petit message sur la boîte mail du concours. Et une personne en charge de la boîte mail vous apportera une réponse vraiment dédiée qui sera fournie par l'ingénieur responsable de la thématique côté ADEME. Très bien. Alors justement, il y avait une question, c'était la date de publication attendue de l'appel à projet. Ça doit être annoncé dans l'objectif, c'est d'ici fin juillet. Effectivement, c'est attendu. Il y a beaucoup d'activités, je dirais ministérielles en ce moment. Mais néanmoins, l'annonce du concours innovation doit être faite de manière nationale fin juillet. C'est le délai qui est attendu et prévoir de déposer les projets pour plutôt la première ou première quinzaine d'octobre. Très bien. Est-ce que l'écologie industrielle fait partie des sous-thématiques de la sous-thématique économie circulaire? Alors, en tant que tel, il faut aller dans le détail. Aujourd'hui, je serais un peu embêté de vous répondre. Est-ce que dans écologie industrielle, est-ce que le problématique, ça va être de revaloriser un certain nombre alors de choses qui auraient été considérées comme des déchets, et ça va être le fondamental du projet d'économie industrielle, écologie industrielle.
en tant que tel, je dirais que c'est pas exclu. Il faudra aller dans le détail, nous expliquer finalement ce qu'est le projet. Là, j'invite plutôt le porteur ou la porteuse de la question à nous envoyer un message sur l'adresse mail. D'accord. L'adresse mail, on la communiquera également. Ce qui permet du coup de rebondir sur d'autres questions qui reviennent assez régulièrement. Dans le cas de porteurs de projets qui souhaitent dégrossir ou en tout cas qui souhaitent s'assurer avant de travailler à fond sur le dossier si le projet est éligible, vous conseillez d'envoyer un mail sur l'adresse concours innovation, je suppose. Oui, je dirais pour aider les porteurs à se poser les bonnes questions au début en termes d'éligibilité, c'est est-ce que déjà ils ont une adéquation thématique? Alors ça c'est essentiel, hein, mais ce n'est pas non plus je dirais le point le plus important. C'est le point qu'il ne faut pas manquer parce que sinon certains projets peuvent être refusés. Alors quand je dis refusé, si jamais le porteur a choisi la mauvaise thématique parce qu'il avait le choix entre plusieurs thématiques ou que son projet était à cheval entre plusieurs, c'est pas non plus très grave parce que là on est quand même suffisamment souple pour que les projets soient réorientés dans les bonnes thématiques. Par contre, s'il ne répond à aucune des thématiques du concours, il sera écarté. Et ça, c'est un critère qui pèse, je dirais, qui a son importance, qui est clé, mais qui pèse pas forcément le plus. Ce qui va être important, c'est de bien être un projet de PME monopartenaire. On a des projets des fois qui sont avec énormément de sous-traitance et la PME ne maîtrise pas tout l'ensemble de son process. Si la sous-traitance est trop importante, on pourra se poser la question pourquoi est-ce que ce n'est pas finalement les sous-traitants qui ont la meilleure maîtrise du projet. Et des projets qui auraient dû être collaboratifs, il existe d'autres dispositifs pour les porter. Les appels à projets génériques, par exemple, permettent de faire des projets collaboratifs. Par contre, le seuil est un peu plus élevé. Aujourd'hui, c'est à 2 millions d'euros. Si le projet est monopartenaire, porté bien par une PME, et que cette PME dispose d'un montant, je dirais, de capitaux propres suffisant, on demande généralement d'avoir quand même en capitaux propres un montant qui avoisine, au moment du dépôt du projet, les 200 000 euros. Pourquoi? Ça permet à l'entreprise et à nous de nous projeter. Si le projet devait être financé, l'entreprise ayant un montant de capitaux propres suffisant pour pouvoir toucher le premier versement de 200 000 euros. Pour les suivants, par contre, le montant de capitaux propres va devoir croître. C'est pour ça que c'est le troisième point, c'est de bien expliquer comment vous allez faire ces levées de fonds, ces apports en capitaux. Là encore, je rappelle, les capitaux propres, ça va être le montant du capital social, ça va être le montant éventuellement des exercices, tout ce qui peut être report à nouveau ou résultat, qui pourrait être réintégré avec des comptes courants d'associés bloqués. Très bien. Combien de personnes sont attendues pour l'audition? Alors, avec le contexte Covid, pour la VAC 5, on avait limité, on n'est pas limité, mais on avait pu faire ça à distance. Dans les conditions actuelles, on prévoit de faire les auditions, comme j'annonçais, plutôt en novembre. Et si tout se passe bien normalement, on pourrait faire ça en présentiel. On demande à ce qu'il y ait 1 à 2 personnes. Il peut y avoir, si un peu plus de place, on peut aller à 2-3 personnes. Mais généralement, on demande ce qui est quand même un nombre assez limité de personnes pour les auditions. Souvent, on a peut-être un ou les associés, peut-être un responsable technique. Les responsables financiers, des fois, ne sont pas forcément toujours présents, mais peuvent l'être également. Je dirais, il faut qu'il y ait les compétences nécessaires au moment de la présentation. Vraisemblablement, 3-4 personnes, ça c'est déjà fait. Un autre point complémentaire également, c'est que souvent dans la présentation, vous avez uniquement 20 minutes pour présenter votre projet et suivi de 20 minutes de questions. Donc le temps est très court, ce qui fait que c'est pas forcément nécessaire de venir à trop de monde parce que vous n'arriverez pas à vous passer la parole de façon suffisamment efficace. Vous allez perdre du temps peut-être pour pas grand-chose. Très bien. Est-ce que les machines de conditionnement et d'emballage pourraient rentrer dans les thématiques visées? Sachant que ce serait des projets avec l'objectif d'optimiser les chaînes de production et volume d'emballage. Alors, il se trouve que pour la VAC 5, on avait des sujets liés à l'efficience dans l'industrie et l'agriculture. Si jamais on parlait d'optimisation, d'innovation sur la conception de ces machines, c'est plutôt des sujets industriels. Il faudrait voir où les lotir, c'est peut-être pas le plus simple. Si jamais c'était une question de utiliser ces machines de manière nouvelle ou créer une nouvelle machine parce qu'on voulait emballer d'autres applications, ça pourrait éventuellement sur des sujets économie-circulaire. Mais là encore, je suis un peu gêné parce que en tant que tel, on ne connaît pas les tenants aboutissants du projet, ses objectifs. On n'est pas capable de définir exactement où se situe l'innovation.
Donc, quels sont les verrous de ce projet? En fait, il faudrait que la personne, le porteur ou la porteuse, nous précise quels sont les verrous de ce projet par un mail, et on pourra l'aider à l'aiguiller vers la meilleure thématique, ou si ce n'est pas le concours qui est approprié, l'orienter vers les dispositifs qui existent. Très bien. Alors, on a des questions j'essaie de les regrouper sur les fonds propres. Première question, est-ce que les quasi-fonds propres, c'est-à-dire les obligations convertibles, sont pris en compte dans le calcul des fonds propres? Ça, c'est une première question. Et deuxième question, les fonds propres dans la vie d'une entreprise évoluent. Il y a les fonds propres au démarrage du projet, et puis on peut imaginer une entreprise qui est dans une phase de levée de fonds, et donc de facto se retrouve avec des fonds propres plus élevés. Est-ce que c'est possible d'avoir une aide qui est conditionnée aux fonds propres en démarrage de projet, et ensuite, pour la deuxième tranche de versement, qui soit conditionnée aux fonds propres qui ont augmenté entre-temps? Je ne sais pas si mes propos sont clairs. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Alors, nous, on considère comme étant des fonds propres vraiment les capitaux propres et les comptes d'associés bloqués sur la durée du projet. C'est tout ce qui est obligations convertibles, bons de souscription en actions, qu'est-ce qu'on a eu encore, bref, toutes les autres outils de financement hors qui sont des quasi-fonds propres. Nous, ça ne sont pas comptés en fait lors de l'octroi de l'aide, c'est-à-dire qu'en gros, nous, on va vérifier que pour chaque euro cumulé versé par l'ADEME sur votre projet, il y a au moins 1 euro en face de ce qu'on appelle fonds propres ou compte courant d'associés bloqués. Donc voilà, donc c'est vraiment la définition est assez limitée. Ça, c'est pour des raisons de partage de risque, tout simplement, entre l'opérateur, l'État et le porteur de projet. Sur le deuxième niveau de réponse qu'on a, effectivement, vous pouvez venir avec des capitaux propres qui sont plus faibles que le premier versement de la première tranche d'aide, sauf que, alors, deux cas de figure, ou alors vous attendez pour le premier versement que votre niveau de capitaux propres soit au même niveau que la première tranche de versement d'aide, et donc effectivement on peut avoir un jalon au départ en disant voilà, on ne verse rien tant que, je ne sais pas si vous avez 200 000 d'aide, tant que ces 200 000 de capitaux propres ne sont pas atteints. Ou alors vous pouvez dire bon ben voilà, j'ai pas envie d'attendre et je veux quand même avoir un premier versement de l'aide, mais si par exemple 200 000 euros vous sera octroyé mais que vous n'avez que 100 000 de capitaux propres, on ne pourra pas aller au-delà des 100 000. On versera 100 000 points et le deuxième versement sera fait en complément plus tard sur le versement futur. On ne dépassera jamais votre niveau de capitaux propres. Très et bien. Je précise parce qu'on a déjà eu des incompréhensions sur certains projets effectivement, où des personnes n'avaient pas réalisé ça et ont accepté les premiers versements, on va dire, qui étaient moins importants que ce qu'ils auraient dû avoir, ce que le projet aurait dû avoir. Et bon, il y a eu quelques petits soucis. Mais effectivement, après, de toute façon, à la fin, cette aide-là sera reportée sur les autres versements. Je vous donne un exemple, c'est vraiment une question importante. Aujourd'hui, par exemple, une société qui pourrait bénéficier d'une aide chiffrée à 400 000 euros. Elle a 200 000 euros de capitaux propres au moment où elle a déposé le projet et au moment où on peut lui notifier qu'elle va bénéficier de ce financement. Le premier versement serait de 200 000 euros. Elle a donc 300 000 euros de capitaux propres. Elle peut donc toucher ces 200 000 euros. Il se trouve qu'au fur et à mesure du projet, elle va consommer une partie de ses capitaux propres. Comme elle aurait pu prétendre à 400 000 euros d'aide, il aurait fallu qu'elle ait au moins 400 000 euros de capitaux propres à la fin du projet. Si elle a consommé une partie et qu'elle tombe, par exemple, à moins de 400 000, en fait, peu importe le chiffre, elle ne pourra plus toucher le reste d'aide auquel elle aurait pu prévoir. S'il reste même un montant à la fin de 200 000 euros, il faut qu'elle ait quand même 400 000 euros de fonds propres. C'est le montant cumulé de l'aide qui a été versée. Au cours du projet, si elle commence à 300 000 euros et qu'il lui manque quelque chose, on ne va pas bloquer le financement forcément au moment de l'instruction. Comment ça va se passer? Si le montant qui reste en termes de capitaux propres à atteindre est trop élevé et qu'on n'a aucune garantie sur le fait que l'entreprise va réussir les levées de fonds ou à engager déjà des démarches suffisamment avancées, on aura plutôt tendance, et le jury aussi, à ne pas proposer de financement. Si l'entreprise a déjà engagé des démarches, on ira essayer d'avoir le maximum de garanties sur ces travaux, sur ces démarches. Et dans ces cas-là, on pourra mettre des jalons au cours du projet. C'est-à-dire qu'on va conditionner les versements ou le versement final à l'atteinte de ces jalons, qui sont de toutes les façons vérifiés. Très bien. À partir de quelle date les dépenses sont-elles éligibles? Le dépôt, la clôture, l'audition ou la contractualisation? À partir de la date du dépôt du projet.
sous réserve que celui-ci soit complet. Enfin, plus exactement, c'est le dépôt, mais au moment de la clôture. Là, c'est vraiment la clôture pour le concours innovation. D'accord. Très bien. Est-ce des travaux de R&D externalisés à un laboratoire de recherche étranger sont éligibles? On se regarde avec les membres, c'est des cas un peu plus particuliers. En tant que tel, a priori, j'irais plutôt non. Il y a deux choses. On vous demandera déjà dans le cas d'un projet monopartenaire, il peut y avoir des travaux portés par un laboratoire. Il faudra bien les caractériser et il faut idéalement que cette enveloppe considérée comme de la sous-traitance soit dans une limite de 30% des montants du projet. Souvent, il s'avère que dans un certain nombre de projets, les travaux de laboratoire, les laboratoires ne veulent pas être en sous-traitance. Il y a une question d'enjeu au niveau de la propriété intellectuelle et souhaitent s'afficher en tant que partenaire du projet. Et auquel cas, si le projet devient collaboratif, on ne peut plus le déposer au concours innovation. Mais c'est possible dans le cas d'autres appels à projets génériques qu'on a, qui autorisent parfaitement les projets collaboratifs. Si c'est un travail de sous-traitance et que c'est validé en tant que tel, entre les porteurs, il se trouve que ce laboratoire est à l'étranger. Nous, on ne peut aider que des projets ou des entreprises localisées en France. Si la prestation, elle, est issue d'une entreprise étrangère, il faudra que le porteur nous justifie pourquoi est-ce qu'il a choisi ce laboratoire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu trouver un équivalent en France. Si jamais c'est sur des sujets très précis, il est capable de nous justifier par une analyse de marché, un benchmark, par un certain nombre de travaux de bibliographie, que le laboratoire ou le prestataire en question étranger est le plus approprié, on tombe dans les cas particuliers. Généralement, la prestation de sous-traitance à l'étranger n'est quand même a priori pas accompagnée. Très bien. Est-ce que cette aide ADEME peut être couplée avec une aide européenne? Complètement, les aides sont cumulables dans la limite des taux maximum d'aide d'État qu'il est possible d'octroyer par la Commission, enfin par les règles, par le régime d'aide d'État de la Commission. Pour les cumuls d'aides, pour préciser, tout ce qui touche au crédit impôt recherche, on n'est pas sur les mêmes natures d'aide. Donc, ce sont des sujets qui n'ont rien à voir, en fait. J'en parle, mais en fait, ça n'a rien à voir. Sur les aides de minimis, c'est également un autre régime d'aide. Et on ne parle pas de c'est cumulable parce qu'on n'est pas sur les mêmes natures de régime d'aide. Dès lors qu'on parle d'aide des investissements d'avenir, quelle que soit la nature, est-ce que c'est du concours innovation, est-ce que ce sont des appels à projets, et où est-ce que là, dans ces cas-là, on cumule avec des aides européennes? Là, par contre, on est sur des régimes d'aide qui peuvent être équivalents. Et comme l'a dit Clément, on ne pourra pas dépasser, le deuxième financeur ne pourra jamais aller dépasser sur un même périmètre de dépenses le taux maximum qui a été fixé par l'Europe. Sur nos appels à projets, on est déjà au taux maximum pour les régimes d'aide qu'on pratique. Pour le concours innovation, sur l'aide en développement expérimental, on est au taux maximum de l'aide européenne. Merci. Est-ce qu'un démonstrateur peut être considéré comme un projet innovant? De toute façon, à partir du moment où il y a du risque, où il y a de la création, où il y a de la recherche, où il y a de l'incertitude, on est sur une technologie sur quelque chose où il y a de l'innovation, où il y a des verrous à lever, où donc on a sur un démonstrateur innovant. Ce qu'on appelle démonstrateur, c'est vraiment la mise en pratique à une échelle industrielle, alors est-ce que c'est échelle 1 ou un peu moins, d'une innovation avec un certain nombre de verrous qui ont été levés pendant le cadre du projet. Ce qu'on n'appelle pas démonstrateur innovant, ça va être par exemple des projets de rétrofit, des projets de revamping, des projets de mise à niveau technologique, des projets réglementaires. Même si c'est nouveau pour l'entreprise et qu'elle veut tester un nouveau matériel et que ça lui demande un certain temps d'adaptation et que pour elle, elle doit faire la démonstration en interne que ça fonctionne, ce n'est pas la définition qu'on donne, nous, pour les projets de démonstration. Là, on parle bien de projets avec un travail en amont de R&D qui peut se faire dans le cadre du projet et un certain nombre de verrous à lever. Et dans ces cas-là, oui, le démonstrateur, c'est bien la nature des projets attendus. Très bien. Alors, hop, j'avais une autre question. Enfin, des autres questions, il y en a un. Pas d'inquiétude là-dessus. Est-ce qu'on peut déjà s'attendre à une vague 7? En gros, pour les projets qui ne sont pas suffisamment matures ou qui sont en phase de constitution tout simplement d'entreprise, est-ce qu'une vague 7 est déjà évoquée ou c'est trop tôt pour en parler?
Alors aujourd'hui, c'est trop tôt et en fait, rien n'a été défini. Ce qui est sûr, c'est la VAC 6, ça c'est sûr. Il y a des discussions qui sont en cours peut-être sur une VAC 7, mais pour le coup, on peut vraiment pas se tabler là-dessus parce que aujourd'hui, rien n'a été acté. Très bien. Autre question. Hop. Faut-il avoir une liasse fiscale pour pouvoir postuler? Parce qu'on revient à une question aussi régulièrement, c'est est-ce que je peux déposer même si j'ai pas encore créé la société? Alors, la première liasse fiscale n'est pas nécessairement obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir des entreprises qui ont été créées dans les derniers mois avant le dépôt du projet, ou alors qui ont un premier exercice fiscal sur plus d'1 an, et du coup qui n'ont pas de liasse fiscale lors du dépôt de projet. Donc ça, c'est pas impératif. Par contre, pour l'entreprise doit effectivement être créée lors du dépôt. C'est parce que du coup, on demande quand même les cabis de l'entreprise, donc il faut qu'il y ait une structure juridique qui existe pour porter le projet. Très bien. Pour l'impact environnemental, est-ce qu'il y a besoin d'un tiers certificateur ou qui vient confirmer la qualité de la solution? Alors, donc peut-être plusieurs éléments. Alors déjà, on vous invite assez fortement sur les évaluations environnementales à mettre aujourd'hui un lot qui soit un petit peu dédié pour ces évaluations dans votre projet, dans la mesure où, en tant que coopérateur dédié à la transition écologique et environnementale, l'ADEME est assez sensible à ces sujets, et les ministères qui seront autour de la table et en audition également. Donc, ces coûts sont éligibles, hein, les coûts d'ACV, études et évaluation d'impact sont vraiment éligibles dans les projets, donc franchement, allez-y. D'autant plus que c'est des choses qui sont souvent assez valorisables post-projet. Et après, sur éventuellement est-ce que c'est un tiers, est-ce que ces évaluations doivent être faites en interne ou est-ce que c'est un tiers qui doit s'en occuper? Là, pour le coup, le format est vraiment ouvert dans la mesure où si vous avez les compétences en interne, bon, utilisez-les, il y a vraiment aucun problème. Si vous voulez faire appel à un cabinet externe ou à quelqu'un qui a des compétences que vous n'auriez pas, encore une fois, nous, on n'a absolument pas à vous guider là-dessus et vous pouvez complètement faire ça. C'est complètement éligible, effectivement. Et dans la mesure aussi où, si vous avez besoin d'acteurs qui soient spécialisés ou un peu de recommandations dans ce secteur-là, on peut également vous les fournir post-projet. Très bien. Le sujet transport et mobilité ne sont pas reconduits dans cette vague. Est-ce que les projets de mobilité peuvent se retrouver finalement dans adaptation au changement climatique? Alors, de prime abord comme ça, j'aurais plutôt envie de dire non, mais là encore, je ne connais pas le contenu du projet. Changement climatique, la problématique de cette vague, c'est d'une, travailler surtout aussi métrologie en amont. Je ne pense pas que les questions de mobilité soient sur ce sujet. Et ensuite, changement de pratique de mobilité. Si jamais il y a une perspective de changement climatique à un endroit suffisamment fort pour qu'on amorce un projet d'innovation en termes de mobilité, pourquoi pas? Mais c'est vraiment dans ce cadre-là. Donc là, j'invite aussi la porteuse ou le porteur à nous contacter sur l'adresse concourinnovation@adem.fr. Très bien. Dans une diapo, apparemment le TRL 7 est affiché, TRL minimum 7 est affiché. Vous confirmez bien donc que ça a été dit dans les questions-réponses que c'est TRL 4. On parle de Oui, effectivement, on a mis en moyenne, c'est le TRL d'entrée c'est 7 et le TRL de sortie c'est 9 parce qu'effectivement on cherche d'avoir un produit in fine qui vienne sur le marché. Alors effectivement après, encore une fois, si c'est pertinent, si c'est justifié, et on peut accepter des TRL qui sont beaucoup plus amont que le TRL 7. Ça c'est sûr, puisque encore une fois, sur la dernière vague, on a eu des projets avec des TRL de 4 par exemple. Dans le cas de projets non retenus, est-ce qu'il y a des retours sur l'évaluation qui permettent d'améliorer le dossier ou son business plan en vue d'un redépôt, que ce soit sur un concours innovation ou sur d'autres appels à projets? Oui, alors il y a de manière, je dirais, officielle, des retours qui sont faits individuellement à chaque porteur. C'est des retours qui sont, je dirais, assez formels.
et qui contiennent pas forcément beaucoup d'informations. Par contre, les ingénieurs et les chefs de projet qui ont regardé les projets sont disponibles. Si les porteurs souhaitent les contacter pour en savoir plus, ils peuvent recontacter la boîte concours.innovation@adem.fr et on leur fait bien évidemment des retours de la part de l'évaluation de l'ADEME, des retours de la part des ministères sur leurs projets. Je précise juste quand même qu'on est dans le cadre d'un concours, les projets qui sont parfois rédigés un peu dans l'urgence parce que l'activité d'une entreprise est parfois assez prégnante et que dégager du temps pour rédiger un dossier, c'est pas toujours évident. Mais l'effet concours fait que parfois des projets, même s'ils sont pertinents, si la lecture du dossier est difficile parce que le dossier est mal rédigé, parce que certaines pièces sont pas forcément très claires, parce que des fois il manque un peu de pédagogie aussi. On peut tomber sur des choses très techniques. On peut avoir les compétences pour les traiter, mais les ministères, si le chargé de mission en question n'est pas forcément aussi expert peut-être que certains ingénieurs, il est important d'avoir de la pédagogie pour embarquer toutes les personnes, les membres du jury, dans le projet. Il y a un certain nombre comme ça d'éléments qui peuvent faire que le projet va être évalué négativement, sans forcément non plus avoir des raisons extrêmement, comment dire. Les dossiers sont évalués, ça prend du temps. Les retours qui sont faits vont assez vite. On a un effet concours, on donne des temps de réponse qui vont entre 6 et 8 semaines pour les projets à 1 million d'euros et de l'ordre de 3 mois pour les projets un peu plus importants. On a que des fois les retours on peut donner certains éléments circonstanciés. Des fois, ça va très très vite et c'est l'effet concours qui joue. Très bien. Est-ce que les solutions donc, qui ont pour objectif de réduire les émissions de CO2 ou d'énergie sont éligibles? Bah oui, bien sûr. Très bien. Il faut nous préciser. On vous a pas entendu, Mathieu, je crois. Il faut juste préciser à chaque fois sur quelle solution vous travaillez, les verrous, en quoi c'est innovant, comment vous allez vendre, enfin tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. Mais oui, complètement, les solutions qui ont pour but de réduire des émissions de CO2 sur une thématique particulière sont complètement éligibles. Très bien. Alors, il y a beaucoup forcément de questions sur les thématiques et notamment sur qu'est-ce que recouvre exactement chaque thématique. Est-ce que dans le cahier des charges qui sera publié, ces éléments-là seront précisés? Parce qu'il y a des annexes qui existent sur la précision qui est donnée à chaque thématique. Oui, tout sera précisé dans le cahier des charges. D'ailleurs, si vous voulez, peut-être ce qui peut vous intéresser, c'est d'aller voir les cahiers des charges des vagues précédentes. Alors typiquement, sur cette vague-là, ce sera la vague 4 qui sera assez proche donc le cahier des charges sera assez proche de cette vague-ci, à l'exception près de la thématique hydrogène, qui est en complément, enfin qui vient remplacer la thématique JO qui était sur la vague 4 de mémoire. Mais sinon, les thématiques économie circulaire, performance environnementale des bâtiments et adaptation au changement climatique sont renouvelées. Très bien. Est-ce qu'il y a des types d'impacts spécifiques attendus d'un point de vue environnemental sur des projets informatiques type intelligence artificielle? Tout co-bénéfice pour le climat et l'environnement qui peut être valorisable elle doit être valorisée, à mon sens, dans la description des projets et dans les impacts qui sont dans l'annexe 6. N'hésitez pas, on va regarder effectivement la réduction des émissions de CO2 ou la réduction des consommations d'énergie, mais s'il y a d'autres types d'impacts, je pense par exemple à l'eutrophisation, ce genre de choses, ou la réduction des consommations de ressources ou des impacts sur la biodiversité, ça c'est aussi valorisable, clairement. Je vous demande, c'est d'avoir une approche la plus globale possible. Il y a une situation initiale, votre projet est innovant, il va permettre de modifier cette situation. Si vous utilisez de l'intelligence artificielle pour aller venir simplifier certains temps de décision, aller orienter, gagner du temps, optimiser des questions de performance en termes industriels, économiser la matière, économiser de l'énergie, alors oui, l'impact a priori est bon, mais on va vous demander également de regarder l'impact en substitution. Vous allez connecter des serveurs, il faudra peut-être aussi passer du temps en ingénierie, il y a peut-être un impact social, aller caractériser la donnée. On sait aujourd'hui que l'IA n'a pas un fort impact social, peut avoir un fort impact social dans certains modèles d'apprentissage.
On va vous demander également d'envisager s'il n'y a pas des effets rebonds à la mise en place de votre technologie. Tous ces éléments-là, c'est ce que j'appelle avoir une approche un peu globale de l'impact, alors environnemental, mais aussi économique, social, de votre projet. Mais alors, autant cette évaluation peut se fait effectivement et doit se faire lors du dépôt de projet, autant, ça rejoint une des remarques que j'avais faites précédemment, cette évaluation doit se faire aussi durant le projet, tout au long du projet. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas, si vous vous sentez de faire une ACV ou des évaluations environnementales durant le projet ou post-projet, de les inclure dans les coûts éligibles. Très bien. Est-ce qu'on est sur les mêmes chances de succès entre un projet à moins d'1 million d'euros et un projet à plus d'1 million d'euros? Oui, oui, complètement, dans la mesure où de toute façon, c'est pas tant le budget qu'on va regarder que la qualité des dossiers. Donc si les dossiers sont très bons, encore une fois, on va pas se priver de les financer dans la mesure aussi de l'assiette, enfin du budget d'aide disponible par vague, qui est effectivement limité. Très bien. Hop. Sur les frais de mission, parce qu'il a été évoqué frais de mission, est-ce que tout ce qui est dépenses liées à la veille technologique, l'assistance d'un cabinet externe sur la constitution d'un état de l'art ou d'état de l'art, est-ce que ça c'est quelque chose qui est éligible dans le cadre du projet retenu par l'ADEME? Alors, en tant que tel, les frais de mission, c'est bien le déplacement, mais si c'est pour le déplacement de sous-traitance, ça passera dans les frais de sous-traitance et on ne verra que le montant de la prestation totale. Si c'est le porteur lui-même, ses employés, ses salariés qui ont besoin d'avoir des frais de mission, il faudra justifier pour quels sont leurs buts. Il y a également des niveaux de montant de fourchette. Alors, on n'a pas un montant complètement arrêté, mais on peut être amené, nous, on a des aides discrétionnaires, on peut être amené à caper ces montants de frais de mission, ce qui nous semble raisonnable. Si jamais c'est pour aller faire de la veille technologique en tant que telle, on préfère que la veille technologique elle soit faite en amont. Et là, souvent, elle est pas éligible parce qu'en fait, la veille technologique, en tout cas, un premier élément, est demandé en entrée au dépôt du dossier. Donc, si jamais elle doit continuer à être faite au cours du projet, est-ce qu'elle concourt véritablement à l'innovation? Je dirais que pas forcément. C'est bien de la faire, évidemment, mais je sais que c'est un coût qui peut être important. Néanmoins, ce n'est pas a priori forcément quelque chose qu'on aide bien. En fait, nous, sur le programme d'investissement d'avenir, on va vraiment financer tous les coûts qui sont liés à votre projet en complément de ce que vous faites en temps normal. C'est-à-dire, en fait, on va éviter les effets d'aubaine et tout ce qui est activité qui est un peu pas structurée à l'entreprise. Tout ça n'est pas éligible. En fait. On finance vraiment ce qui est lié à l'innovation et à la R&D sur une solution développée pour développer un nouveau produit qui va arriver sur un marché. Donc toutes les activités classiques non sont pas éligibles. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir de la latitude? Alors, j'ai fusé différentes questions, mais est-ce qu'on peut avoir de la latitude sur on constitue son dossier, finalement on dit 50% c'est la masse salariale ou 70%, etc., etc. Donc différents types de postes. Est-ce qu'on a l'attitude de poste à poste entre le moment où on a déposé son dossier, on sait que les choses évoluent différemment, on dit bah tiens j'internalise ou j'externalise. Est-ce qu'on a de la latitude par rapport à la ventilation budgétaire au sein du projet? Alors, donc aujourd'hui, comment ça se passe? Donc vous nous présentez un budget, nous on va définir une assiette éligible. Mettons le budget initial était de 100, l'assiette éligible est de 90, et là-dessus on va appliquer ce taux d'aide. Ce taux d'aide vous donne une aide globale qui va être qui va pouvoir être octroyée pour le projet. Et ce taux d'aide, il est fixé. C'est-à-dire qu'en gros, il peut pas bouger suite au projet. Une fois qu'il est acté, il est acté. Après, à l'échelle en dessous, donc cette aide, elle est répartie donc par lot et par tâche. Il y a une certaine mobilité entre les différents coûts de chaque lot ou chaque tâche du projet. C'est-à-dire qu'en gros, si effectivement si vous avez un lot 1, un lot 2 et que le lot 1, vous avez prévu la moitié des coûts sur le lot 1 et la moitié des coûts sur le lot 2, et qu'in fine, le lot 1, il y a moins de dépenses sur le lot 1 et il y en a plus sur le lot 2, il peut y avoir une fongibilité. Vous pouvez passer un peu d'aide et un peu de coût du lot 1 vers le lot 2. Mais encore une fois, ça doit être justifié en suivi et faut qu'il y ait un vrai sens, faut que ce soit pertinent de faire ça dans le projet. Mais oui, effectivement, il y a une certaine flexibilité. Très bien.
Euh, il y a une question sur l'expertise ou sur les experts. Est-ce qu'il est possible de proposer une candidature pour être expert? Alors, ça, je reformule, je reprends les termes exacts. Bien entendu, sans conflit d'intérêt, est-il possible de proposer une candidature pour expertiser les dossiers? Alors, parce que moi, on peut comprendre la question dans deux sens. Est-ce que, comment on fait pour recruter les experts et est-ce que moi, potentiellement, si j'ai les compétences, je peux devenir expert pour évaluer? Et deuxième sens qu'on peut donner à la question, c'est je suis un déposant, une entreprise, je dépose, est-ce que je peux suggérer des experts? Alors, déposant pour suggérer des experts, on écoutera, je dirais, le plus poliment possible les suggestions. Néanmoins, ça reste à la discrétion, ça reste à la discrétion du jury et de l'ADEME de choisir l'expert. Mais par contre, l'expert, quand il doit être sélectionné, on soumet forcément le choix au porteur. Mais pour des questions de conflit d'intérêt, on va essayer de regarder quel est l'expert qui nous paraît le plus pertinent et qu'il n'y ait pas non plus de rapprochement trop fort entre les experts et le porteur. Mais ça peut tout à fait être possible. Si par contre c'est une personne qui souhaite proposer son expertise, encore qu'elle nous écrive au niveau du concours innovation, on a, je dirais, un réseau de pools d'experts. Comment ça fonctionne? On demande que l'expert et à minima une société soit au statut entrepreneur. On peut contracter qu'avec des personnes morales finalement et pas des personnes physiques. Et selon la thématique des projets, quand il y a lieu d'avoir une réunion pour des projets à plus de 1 million d'euros, une réunion d'expertise, et donc on va mobiliser spécifiquement une expertise externe. Dans ce cas-là, on pourrait être amené à contacter. Alors c'est souvent des profils de chercheurs. C'est quasi exclusivement gérer des personnes du monde de la recherche. Il peut arriver parfois qu'il y ait des mondes de l'entreprise ou des personnes qui ont monté gérer des cabinets plus poussés sur des niveaux d'expertise. J'espère que ça répond à la question. Très bien. Est-ce que on peut imaginer pour la vague 6 une évolution des templates ou est-ce que peu de changements sont envisagés? On peut déjà travailler sur le Canva qui était valable pour vague 4 et vague 5. À ce stade, vous pouvez déjà commencer à travailler sur les annexes qui sont disponibles en vague 5. Euh, alors, il est possible qu'il y ait peut-être quelques modifications à la marge, mais je pense que vraiment le gros des annexes seront équivalents, seront les mêmes. Le format, la structure va rester la même. A priori, ce sera des ajustements mineurs. C'est-à-dire que si vous travaillez avec les formats actuels, un copier-coller des données que vous auriez par ailleurs, je pense au tableau Excel, autre chose, ça sera plutôt des formules autour de traitement ou d'autres choses. Un copier-coller pourra facilement être injecté dans les nouveaux formats, si vous voulez être sûr. Très bien. Alors, il y a deux questions que je mets ensemble. Taux de succès sur les vagues précédentes et enveloppe budgétaire sur la vague 6. En général, on a des taux de succès qui sont autour de 30% à peu près. Ça varie entre 25 et 30-32% de mémoire. Mais de toute façon, on vous a mis du coup sur les dernières vagues le nombre de projets qui a été déposé et le nombre de lauréats in fine. Et ça reste à peu près pareil d'une vague à l'autre. Très bien. Au niveau du budget, c'est un peu plus complexe. Il y a des montants alloués par vague, mais en fait, aujourd'hui, on est sur une ligne budgétaire qui s'appelle PIA3, qui n'est pas spécifique ADEME, hein, quelque chose au niveau d'investissement d'avenir qui est multi-opérateur. Il y a comment dire, des chiffres, des prévisions d'engagement par vague qui sont faites. Néanmoins, quand il y a des projets intéressants, il peut arriver que le montant alloué à la vague augmente un peu. Alors ça se fait au détriment des vagues suivantes. Et inversement, quand tout n'est pas consommé, c'est autant de budget qui reste pour de prochaines vagues. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a un budget pour accompagner un certain nombre de projets qui sont jugés bons. Les taux moyens qui sont faits aujourd'hui, il y a effectivement des arbitrages. Vous voyez que sur la dernière vague, sur la première vague, 176 projets, il y a eu déjà des arbitrages. On peut être amené, quand il y a beaucoup de projets déposés, à avoir des arbitrages des arbitrages budgétaires. Aujourd'hui, les taux moyens de 30% de succès, c'est à peu près le chiffre, le taux de succès à viser. C'est difficile de vous répondre à la question en termes de vagues. Aujourd'hui, il y a du budget pour financer un nombre important de projets. Néanmoins, effectivement, on arrive sur la fin du PIA3 avec des perspectives pour du PIA4. Donc, nous n'avons pas encore exactement les montants. Est-ce qu'il y a des ratios ou une ventilation budgétaire par thématique?
Vas-y. En tant que tel, on essaie de ne pas non plus aller au détriment de certaines thématiques. Toutes sont jugées équivalentes. Par contre, effectivement, si jamais dans les faits, il y a moins de dépôts de projets sur une thématique, c'est autant de plus en termes de financement pour les autres thématiques. Si sur une thématique, les projets déposés ne sont pas convaincants, il y en avait beaucoup, mais aucun ne semble convaincant et à retenir, là encore, c'est du budget disponible pour les autres thématiques. Il n'y a pas de concurrence, il y a une concurrence de fait parce que c'est autant de projets déposés dans chacune des thématiques. Mais en tant que tel, il y a, je dirais, un niveau équivalent de financement proposé pour chacune des thématiques. En gros, dans le concours innovation, le budget n'est pas fléché sur les thématiques. En gros, pour tenir. Très bien. Quelle est la place des pôles de compétitivité dans la sélection des dossiers, dans l'éventuelle labellisation? La labellisation est un plus pour nous à deux titres. Le premier, c'est que c'est un gage de la part des pôles de compétitivité qui ont regardé, expertisé le dossier. Alors, ils le font avec leurs critères. Nous, on ira le faire avec celui du cahier des charges du concours. Mais c'est également un deuxième point. Souvent, c'est des dossiers qui ont bénéficié aussi d'un appui en termes de forme. Le fond est présent dans les dossiers, mais des fois, il y a aussi tout ce qui est en termes de clarté, de pédagogie, de synthèse. Et des dossiers qui ont été labellisés, un peu plus souvent que les autres, ont des taux de succès un peu meilleurs. Généralement, c'est presque quand même 20-30% de taux de succès en plus. Mais c'est pas une condition sine qua non, c'est pas une condition d'éligibilité. Non, non, du tout. Mais d'ailleurs, à ce propos, on vous invite fortement à vous rapprocher de votre pôle du pôle de compétitivité qui correspond à votre thématique parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui ont l'habitude d'aiguiller les porteurs dans le dépôt de projet et de monter des projets, enfin de rédiger des conseils pour monter les projets. Donc, ils ont une certaine expérience là-dessus et ils sont souvent en contact avec l'ADEME et les personnes qui travaillent à l'IA pour connaître nos exigences et ce qu'on attend en termes de qualité de dossier. Donc, c'est des personnes qui sont très très compétentes et qui pourront vous aiguiller d'une façon tout à fait adéquate pour maximiser, on va dire, la qualité des dossiers que vous allez déposer. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces pôles de compétitivité pour si vous avez toutes sortes de questions. Et il nous sert aussi un petit peu d'appui en cas pour répondre à toutes les questions qu'on peut avoir, quoi. Très bien. Peut-on joindre une vidéo au dossier? Et est-ce que ça va être consulté? Oui, oui, tout document qui est joint au dossier sera consulté. Alors après, il faudra juste vérifier que ce soit peut-être pas trop lourd, aussi bien dans les présentations que hors présentation. Mais oui, c'est complètement, il n'y a pas de format de document proscrit. Très bien. Alors, je me suis permis de répondre par écrit à une question, puisque ça revenait assez régulièrement. Est-ce qu'on peut avoir connaissance des projets lauréats sur des vagues précédentes? J'ai indiqué que c'était disponible sur la médiathèque de l'ADEME. Et dans le lien qu'on vous enverra par mail après le webinaire, normalement dans la journée, vous retrouverez aussi par exemple les lauréats de la vague 1 et vague 2, ce qui permet aussi d'avoir le type de projets qui ont déjà été financés. Oui, et tous les projets financés sont aussi disponibles sur le site de l'ADEME. Aussi bien sur les AP classiques que sur les concours innovation ou les IPME. Donc, allez faire un tour, ça peut donner une bonne idée de ce qu'on finance. Alors justement, il y avait une question dans ce sens-là, ça permet de rebondir. Le cas d'une entreprise qui participe au webinaire, qui a été lauréat de la vague 2, on la félicite, peut-elle candidater à la vague 6? Ah oui, bien sûr. Alors peut-être, elle peut déposer un projet sur la vague 6. Il faudra juste vérifier quel lien avec le projet qu'elle a déposé sur la vague 2 et quels sont les retours et pourquoi elle redépose un projet. Est-ce que c'est sur la même thématique ou pas, sur le même type de produit ou pas, et justifier un peu qu'elle redépose et vérifier aussi que sa capacité financière soit à peu près, comment dire, suffisante pour supporter les deux projets. Et oui, et point important aussi, on évite dans 100% des cas, donc tout le temps, de financer un projet d'une entreprise, un projet qui a été déposé d'une entreprise si le projet précédent n'a pas été clôturé, pour éviter d'avoir deux projets en parallèle. Communiquement, ces deux projets qui sont complètement disjoints, les deux peuvent être menés de parallèle tant que l'entreprise a les ressources.
Si ces deux projets avec de fortes adhérences et les livrables de l'un vont servir d'entrée au projet suivant, là par contre, il faut que le précédent projet soit complètement clos et soit un succès. Très bien. Est-ce que l'ADEME peut être amené à proposer un budget inférieur à ce qui a été demandé? Alors oui, dans le sens si par exemple vous avez un budget de 1 million d'euros, nous, en taux d'aide par exemple, ça aurait été 450 000 euros si vous êtes une petite entreprise. On a un taux de 45%. Il se trouve que quand on regarde les dépenses qui sont de 1 million d'euros, on va regarder si elles sont toutes, alors légitimes, c'est pas la question, c'est éligible. C'est-à-dire qu'on va regarder si jamais elles répondent au régime notifié dont on dispose. C'est un texte juridique qui encadre le type de dépenses qu'on peut accompagner et qui se base lui-même sur un texte européen. Et il y a un certain nombre de dépenses qu'on ne peut pas accompagner. Par exemple, les dépôts de brevets, les coûts de commercialisation, des choses qui ne sont pas directement pour l'innovation, qui sont totalement légitimes ou pertinentes, mais on ne peut pas les accompagner. Et donc, il y a un certain nombre de retraitements qui sont faits sur les dépenses. Et le 1 million de budget initialement prévu, on va considérer par exemple qu'il n'y a plus que 800 000 euros ou 600 000 euros de dépenses éligibles. Et dans ces cas-là, on appliquera le taux d'aide. Et donc, vous voyez bien que mécaniquement, l'aide proposée ne sera pas du tout ou pas celle qu'attendait le porteur. Ça veut dire que si on lui propose et qu'il accède à la proposition, c'est parce que par ailleurs, il aura eu suffisamment soit de prêts bancaires, soit d'autres choses, soit de levée de fonds qui vont venir compléter les financements dont il a besoin. Très bien. Est-ce que les coûts de développement, bien qu'immobilisés sur le plan comptable, peuvent être traités dans le cadre de l'aide comme des charges? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que les coûts de développement, bien qu'immobilisés sur le plan comptable, peuvent être traités dans le cadre de l'aide comme des charges? Si jamais c'est pour un démonstrateur qui comptablement va être quasi pas amorti, pourquoi pas Là, on rentre dans des optimisations des vues, je dirais, comptables un peu spécifiques. En tant que tel, nous, ce qu'on regarde, c'est combien coûte en termes d'investissement, par exemple, un certain nombre de choses qui peuvent être amorties. Si par exemple, je donne l'exemple d'un bâtiment qui coûte 1 million d'euros dans le cadre du projet, qui va être utilisé à 100% pour le projet, mais qui va être amorti le projet va durer 2 ans. On va garder en termes d'amortissement en assiette éligible 2/20 du montant du projet, de ce bâtiment. Parce qu'il est utilisé pendant 2 ans, il est amorti sur 20 ans. Que ce soit passé en charge derrière ou d'autres choses, finalement, c'est pas forcément comme ça qu'on va le regarder. Il faudra forcément nous dire, et on vous posera la question en instruction, comment est-ce que comptablement vous allez traiter finalement ces dépenses. Si vous décidez d'amortir le bâtiment sur 1 an, ce qui n'a pas non plus beaucoup de sens pour l'entreprise, alors oui, ça fait augmenter l'assiette d'éligibilité. Mais un bâtiment que vous amortissez sur 1 an, je suis pas sûr que ça soit bien plus rentable pour l'entreprise. D'accord. Donc là, sa question, elle a été précisée, c'était parler des coûts de R&D qui seront amortis lors de l'exploitation. Alors, si c'est des choses qui sont amorties là encore sur une durée plus longue, on aurait tendance dans ces cas-là à ne compter en assiette éligible que la durée d'amortissement pendant la durée du projet. Donc, ça fait baisser le montant de l'aide, fortement baisser le montant de l'aide envisagé pour ces dépenses de R&D. Des fois, il y a des expressions de capexiser un certain nombre de choses, passer en charge ou en amortissement des dépenses qui sont classiquement plutôt des charges. C'est possible, hein. Non, on s'aligne sur la vision comptable de l'entreprise. Comptablement, tant qu'elle respecte le droit comptable, il n'y a pas de difficulté. On leur demandera juste de justifier dans la base de coûts comment ils ont présenté leurs coûts, parce que ça va se traduire par des choses différentes en termes de présentation. Et dans ces cas-là, on réconciliera tout ça avec eux en leur posant la question. Très bien. On va prendre peut-être une dernière question. Est-ce que les solutions de biocontrôle sont éligibles dans la thématique d'adaptation au changement climatique? Alors, je ne les écarterai pas a priori comme ça. Quand je dis je, hein, c'est pas moi qui suis du tout aux manettes. Vous aurez des précisions dans la fiche. Aujourd'hui, quand on parle d'adaptation au changement climatique, il y a deux choses. On a rajouté cette année la notion de métrologie. Le but, c'est déjà d'être capable d'avoir les capteurs et les systèmes pour mesurer ce changement.
Aujourd'hui, on sait qu'il va arriver. La question, c'est d'être capable de le mesurer pour savoir à quelle vitesse il arrive. Au niveau ensuite des impacts attendus, l'objectif des projets, c'est justement de pourquoi aller financer des projets dont on sait qu'ils auront une durée de vie qui est très réduite, parce que l'évolution du climat va les rendre finalement caduques ou non adaptés. Si un projet de biocontrôle permet d'anticiper justement et de répondre à un besoin dans certaines régions climatiques, dans certains contextes pédologiques, dans certaines cultures qui pourraient être amenées à se développer à des latitudes qui n'étaient pas possibles aujourd'hui, mais parce que le climat va évoluer et on pourra faire pousser de nouvelles choses ou de nouveaux types d'élevage dans quelques années, dans des zones où il n'y a pas forcément les pathogènes qui se développent, et ce projet de biocontrôle pourrait y répondre, alors oui. Mais vous voyez que là, j'y mets beaucoup plus d'histoire en tant que telle. La notion de biocontrôle en tant que telle, elle n'est pas directement fléchée sur le changement climatique. Donc là encore, j'invite la porteuse ou le porteur à nous contacter. On verra avec lui ou elle comment faire. Très bien. Si on est d'accord, on prend une dernière question. Est-ce qu'un projet dont l'objectif est d'amener un produit innovant, bon, ça on peut s'en douter, et qui est finalement la somme de briques technologiques déjà existantes qui ne sont pas la propriété de l'entreprise, c'est quelque chose qui est éligible. Et donc ça permet de rebondir sur une deuxième question, c'est quelle est la place de la propriété intellectuelle dans le processus d'évaluation d'un dossier? Sur la notion de développement de projets innovants, on appelle ça de l'innovation systémique. Toutes les briques sont sur étagère. Il se trouve qu'aujourd'hui, personne n'a pu ou n'a pensé à les assembler ensemble pour répondre à un nouveau besoin dans un nouveau marché. C'est éligible. Par contre, on demandera de bien justifier. C'est des innovations qui interrogent plus parce que les gens se posent la question, mais comment on va se faire l'assemblage? Où sont les verrous? Souvent, les verrous, ils sont justement aux interfaces entre ces différentes briques qui n'ont pas toujours été pensées pour fonctionner ensemble. En tant que tel, il n'y a pas de développement de nouvelles briques. Ça, c'est possible. Sur la deuxième partie de la question, la propriété intellectuelle, on vous demande comment vous allez la protéger, mais comme je l'avais expliqué, tout ce qui est dépenses en termes de propriété intellectuelle, que ça soit de l'aide en amont sur comment la protéger, que ça soit sur l'aide plus en aval sur la protection en tant que telle, ou le maintien, le paiement de brevets, le paiement de licences, de royalties pour l'exploitation de brevets, ce sont des dépenses qui, elles, ne sont pas éligibles. Très bien. Allez, en fait, allez, une toute dernière. Le dossier, c'est à peu près combien de pages à remettre finalement pour candidater? Encore une fois, nous on veut, enfin, soyez le plus efficace possible et on va dire le plus synthétique possible, tout en décrivant vraiment bien ce que vous faites et votre. En fait, on veut pas forcément de blabla, on veut pas des tonnes et des tonnes dans le dossier. On veut juste on veut juste des informations qui nous permettent de comprendre ce que vous faites, comment vous le faites et d'avoir les informations nécessaires pour l'analyser. En général, tout est dans le projet et enfin tout est dans les annexes. Il y a des détails qui sont demandés dans les annexes. Donc, soyez synthétique et soyez efficace et ce sera suffisant. Dépassez pas 30-40 pages, quoi. C'est 30-40 pages, c'est largement suffisant. Et oui, et un autre point aussi essentiel, encore une fois, on est l'ADEME, enfin les thématiques liées à l'environnement et à la transition écologique et environnementale, on les connaît, donc tout ce qui est générique, c'est pas la peine de mettre ça dans les dossiers. On connaît. Très bien. Avant de laisser le mot de la fin à Clément et Mathieu, juste un petit rappel. Donc, on va vous tâcher de vous envoyer au plus vite la présentation, le lien vers le replay de ce webinaire, euh, d'autres documents utiles et notamment aussi un lien d'inscription si vous souhaitez être intéressé par les autres appels à projets et les autres webinaires qui sont couverts par ces appels à projets. Les autres appels à projets qui sont couverts par les webinaires, pardon. Il y aura des webinaires sur le concours innovation en septembre. Et également sur septembre et octobre, on aura des webinaires sur l'appel à projet démonstrateur. Voilà. Vous aurez la possibilité également de vous nourrir et de vous informer sur les opportunités de financement PIA opérées par l'ADEME. Mathieu, Clément, je vous laisse le mot de la fin. Merci à tous. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. S'il y en avait encore, n'hésitez pas à nous contacter sur la boîte mail du concours. On verra au mieux comment vous aiguiller vers le concours ou d'autres dispositifs qui existent. Et bonne chance pour vos possibles dépôts de projets. Bonne journée, au Merci. revoir. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir.